Jessica Serra. Bonjour. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui nous avez donné envie de faire cette émission. Ah bah merci. Bah oui, vous savez tout sur les animaux, vous êtes éthologue, donc vous êtes l'autrice du livre Le monde secret du chien que j'ai en face de moi, qui est paru aux éditions Humaine Science. Et grâce à vous, on va s'inspirer de nos amis les bêtes pour aller mieux. Un premier cas de figure, on sait que la charge mentale pèse sur les épaules des femmes, en tout cas plus que celle des hommes généralement. Et ben, chez certains animaux, cette notion, elle n'existe pas du tout, parce que la coopération est de mise. Et c'est le cas, écoutez bien, chez les éléphants. C'est-à-dire que là, tout le monde prend sa part. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, tout à fait. On a longtemps véhiculé l'idée selon laquelle, en fait, la loi du plus fort régnerait à la fois dans les sociétés animales et dans les sociétés humaines. Et en fait, c'est une interprétation totalement fausse de la théorie de l'évolution de Darwin, puisque Darwin parlait de la loi du plus apte, ce qui n'a rien à voir avec la loi du plus fort. Et puis, parallèlement, Darwin avait très vite capté l'importance de la coopération dans les groupes animaux pour la survie. Et cet exemple des éléphants, il est absolument fascinant parce que, qu'est-ce qu'il nous montre ? Eh bien, il nous montre qu'il y a une délégation des tâches, c'est-à-dire que les éléphants évoluent dans des sociétés dites matriarcales. Et quand il y a un petit qui vient à naître, eh bien, à la fois la maman va s'en occuper, mais également les tantes, les sœurs, les grands-mères. Donc, on a tout un réseau, finalement, de nurses autour de l'éléphant. Mais il n'y a pas de mec ? Et alors, les hommes, j'allais dire. Les hommes. Pardon, oui. Les hommes éléphants. Les mâles, pardon. Les mâles éléphants, en général, partent du groupe et en tout cas ne jouent que très peu de rôle dans l'éducation des petits, en effet. C'est vraiment un système très féminin qui se met en place dans l'éducation. Et ce qu'on peut retenir de tout ça, je pense, là où on peut trouver une source d'inspiration en tant qu'être humain, c'est que quand on se retrouve avec une charge mentale très élevée, et notamment quand on vient d'avoir un bébé ou quand nos enfants nous demandent énormément, ne pas hésiter à solliciter notre entourage, des personnes de confiance, parce qu'évidemment, dès lors que la charge mentale est partagée, eh bien, elle est forcément allégée. Bah ouais. Alors attention, alerte mignonnerie avec ces images. Là, vous n'êtes pas prêts. Regardez, je vous dis. Non mais, non mais, je meurs. Ce sont des mamours. Non mais, non mais la mignonnerie, ça n'existe pas quand même. Oh, les Je me demande si je peluches. vais pas échanger mon Peluche vivante. chat contre une loutre. Moi, elle m'a attaqué hier. Alors que la loutre n'a pas l'air très offensive. Alors, Jessica, on parle beaucoup donc d'anxiété féminine, en plus de la charge mentale. Et les loutres, elles ont l'air d'avoir tout compris. Oui, elles ont tout compris. Alors, d'abord, c'est des animaux fascinants parce qu'ils sont très mignons, mais ce sont surtout des animaux hautement sociaux. Donc, ils vont développer un lien très fort avec leurs congénères. Et là, on le voit sur les vidéos, non seulement elles vont pouvoir se tenir la patte lorsqu'elles flottent pour éviter de dériver, mais elles vont pouvoir également tisser un lien très fort. Et puis, ce contact physique qui existe finalement chez tous les mammifères sociaux, cette recherche de contact, elle va être bénéfique à plusieurs égards. D'abord, elle va permettre de tisser du lien social. Elle va permettre aussi d'apaiser les tensions, de trouver un sentiment de sécurité, d'apaiser le système nerveux, en fait. Et il faut savoir que les bébés humains aussi vont chercher le contact physique très rapidement après leur naissance. Donc, à quelques minutes d'existence, ils vont chercher ce contact tactile avec leur maman en général. Et tout au long de notre existence, on va rechercher ce contact. Pourquoi ? Parce que ça nous fait du bien, ça nous apaise et qu'on va libérer cette fameuse hormone qu'on connaît tous, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'apaisement. Et donc, c'est pas finalement un signe de faiblesse que de demander un câlin à son conjoint, à ses enfants, à ses animaux de compagnie. Bien au contraire, c'est l'opportunité de se faire du bien et d'être bien dans ses baskets. Sylvie, vous me ferez un petit câlin. Stan, Oui, câlin de loutre, comme ça, dans l'eau. Et moi ? Ah oui, c'est vrai. Moi, oui, ma Sarou, je veux un câlin de vous aussi. Jessica Serra, il y a une espèce qui est vraiment fascinante, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Stan au réveil. Et on en a vraiment la preuve chaque matin. Belle bête. Regardez, c'est le rat taupe nu. C'est vrai. La même. Non, mais attendez, le rat a mauvaise réputation, mais vous allez voir que c'est quand même une race assez folle. Figurez-vous qui pourrait nous aider à nous débarrasser de nos rides bien mieux que n'importe quel sérum anti-âge. Vous voyez quand même que l'analogie n'était pas si dégueulasse. Oui, alors c'est pas très flatteur pour Stan. Effectivement, le rat taupe nu, c'est pas un animal qu'on peut trouver très beau d'un point de vue esthétique. En revanche, il fascine complètement les scientifiques à plusieurs égards. D'abord, il a un système social très différent de la plupart des mammifères, qui ressemble presque un peu à celui des fourmis. C'est un système qu'on appelle un système eusocial. Donc, il y a une reine qui fait tous les bébés, et puis il y a des nurses, il y a des ouvrières. Mais finalement, c'est pas tant ça qui fascine les scientifiques. Ce qui les fascine, c'est que cette espèce est très résistante du point de
de vue des cancers notamment, du point de vue des maladies. Et c'est une espèce qui a une longévité très élevée par rapport au reste des rongeurs, qui peut dépasser les 30 ans. Et puis, pour rebondir sur le côté antiride, c'est une espèce qui va fabriquer une grande quantité d'acide hyaluronique par rapport à nous, qui en fabriquons aussi naturellement une petite quantité, mais eux, une grande quantité qui permet d'avoir cette peau glabrin qu'on leur voit sur les vidéos. Donc, c'est un exemple fascinant pour moi de comment une espèce en particulier... Elle va se frotter à eux, Agathe. J'étais en train de réfléchir, je me disais, est-ce que je leur prélève du sang, je les réinjecte? Est-ce que je le prends, je me le frotte comme ça? Ils ne sont pas faciles à capturer à la main, en tout cas. Mais voilà, c'est une espèce qui fascine la communauté scientifique et parce qu'elle inspire notamment beaucoup la médecine humaine. Bon, alors en fouillant dans le passé, Stan a découvert un des super pouvoirs des animaux et eux, ils nous enseignent l'humilité. Oui. Oh, c'est beau. Oui, Agathe, parce que pendant très longtemps, on s'est raconté un peu une fable, nous les humains. On s'est raconté cette belle histoire, celle d'une espèce unique, supérieure, différente du reste du vivant. On pensait être les seuls êtres sur Terre doués d'intelligence, de sensibilité, les seuls à savoir manier des outils, à s'organiser en société. Bref, on se la raconte, les boss du monde animal. Mais ça, c'était avant les années 1960. Avant qu'une Wonder Woman inflige une blessure narcissique à l'humanité. Cette femme, c'est elle, Jane Goodall. Quand elle débarque en Tanzanie pour observer les chimpanzés, les scientifiques de l'époque les regardent de loin. Ils les pensent incapables d'émotions complexes. Jane, elle, va poser un autre regard sur eux. Elle leur donne des prénoms, passe des mois à les observer, finit même par se faire accepter par le groupe et à force de patience, elle découvre que les chimpanzés utilisent des outils avec des branches pour attraper des termites, qu'ils ont des amis, des rivalités, des gestes de tendresse. Ils jouent, ils se réconcilient, ils se consolent, ils peuvent aussi se faire la guerre, tellement nous, quoi. En fait, plus Jane Goodall observe les chimpanzés, plus elle comprend qu'ils sont doués d'une formidable intelligence émotionnelle. Et la scène qu'il prouve, vous la connaissez sans doute. On est en 2008. Jane Goodall participe à la réintroduction de Wunda, une jeune chimpanzé sauvée après des années de captivité et de maltraitance. Au moment de retrouver la liberté, elle nous offre le câlin du siècle. None of us could predict exactly what she would do once the cage door opened. It was a very, very touching moment. One of the most amazing things that's ever happened to me. The warmth of her embrace is something I shall never forget. Alors, à l'image des travaux de Jane Goodall, cette vidéo a complètement changé notre regard sur les animaux. Elle est la preuve que les chimpanzés sont capables d'attachement, de mémoire affective, de gratitude. Jessica, parlez-nous des travaux de Jane Goodall. Comment ils ont changé notre façon de voir le monde animal? Ils ont changé beaucoup de choses parce que d'abord, elle leur a donné donc, des prénoms, vous l'avez dit, à une individualité. Et puis, elle a permis de démontrer que les chimpanzés sont intelligents, bénéficient donc à la fois de capacités cognitives et émotionnelles développées. Mais finalement, Jane, elle étudiait l'intelligence un peu sous tous ses aspects. Et pas seulement, l'intelligence, ça ne se résume pas à l'accumulation de connaissances ou simplement la résolution de problèmes. L'intelligence, elle est aussi sociale. Et chez les chimpanzés, quand on observe les chimpanzés, eh bien, il y a beaucoup de chimpanzés qui prennent du temps à regarder les congénères et notamment à savoir qui s'est disputé avec qui. Donc il y a beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup d'empathie et il y a ce qu'on appelle aussi, ils bénéficient de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se projeter dans l'autre, de comprendre ce que ressent l'autre. Et ça a été fondamental pour comprendre déjà qu'on partageait beaucoup de choses avec eux, parce qu'il y a une proximité génétique, il y a une proximité, j'ai envie de dire aussi cognitive. Et puis surtout pour se dire, finalement, ils sont très proches de nous. Et cette intelligence sociale qu'on a étudiée chez les chimpanzés, elle vient éclairer notre propre évolution. Parce qu'évidemment, à un instant T de notre évolution, eh bien, il s'est passé quelque chose du point de vue de l'intelligence sociale qui nous a permis d'évoluer, de coopérer à l'extrême pour connaître les groupes sociaux qu'on connaît aujourd'hui, les sociétés humaines. On est passé de groupes de quelques individus, quelques dizaines d'individus, aux sociétés qu'on connaît aujourd'hui. Oui. C'est absolument fabuleux. C'est incroyable.